Or, ce qui est remarquable dans ces textes, outre le courage exceptionnel qu'il a fallu pour les écrire par un homme sans aucune prédiction clanique, partisane ou confessionnelle, c'est qu'il ne manquait presque jamais l'occasion de rappeler que la souveraineté du Liban dépendait de l'établissement en Syrie d'un régime démocratique et que la démocratie en Syrie ne serait définitivement rétablie sans un Liban souverain. Le deuxième point, c'est qu'avant de devenir l'éditorialiste sans peur de Nahar, avant de fonder et de diriger l'Orient Express, sans doute le meilleur magazine francophone en arabe, Samir s'est illustré parmi ses amis à Paris durant son long séjour, d'abord forcé, ensuite désiré, par son arabisme militant, et notamment par une attitude ferme en ce qui concerne la question palestinienne et la situation dramatique de la Syrie dans cette décennie horrible, les années 80. Libanais, il était aussi palestinien et syrien, mais sans doute d'abord arabe. Ses articles dans la revue d'études palestiniennes en témoignent, de même que les profondes amitiés nouées à Paris avec des intellectuels palestiniens et syriens. Qu'on relise à cet égard ces articles publiés dans la revue d'études palestiniennes, le premier par exemple en juin 1983, sur les médias français et l'invasion israélienne au Liban, où il démontre, entre autres, les falsifications de certains intellectuels médiatiques du genre BHL et Finkielkraut. Le deuxième, en octobre 1984, sous le titre « La paix et la pensée sioniste », et j'ajouterai le dossier établi par ses soins sur la guerre menée par les affidés du régime syrien contre les camps palestiniens de Beyrouth. Jamais, jamais, Samir n'a confondu ce régime qu'il élaborait avec la Syrie, qu'il aimait comme un Syrien. Plus tard, en 2004-2005, place des Martyrs à Beyrouth, alors que des imbéciles au Liban et en Syrie le traitaient de journaliste anti-syrien, il a plusieurs fois pris la parole pour exiger des manifestants une nette distinction dans leur mot d'ordre entre la Syrie et son régime, et pour dénoncer les agressions commises contre les travailleurs syriens au Liban. Ce rappel m'a semblé nécessaire pour souligner ceci: le legs le plus précieux de Samir est d'avoir donné l'exemple de ce que devrait être un intellectuel critique dans les pays comme les nôtres, ravagés par le despotisme, le communautarisme et le populisme. Il a payé le prix le plus lourd pour nous le transmettre. À nous tous qui nous disons ses amis, d'essayer de nous en montrer dignes. Vous savez que Samir a publié une anthologie de ses articles sur la Syrie sous le titre « La démocratie syrienne et l'indépendance du Liban », préfacée par son ami, le très regretté cinéaste syrien Omar Amiralay. Certains éditoriaux augmentés d'un texte plus ample ont été traduits en français et publiés sous le titre « Liban, un printemps inachevé ». Je vais partir de ce livre pour exposer la vision qu'avait Samir des relations syro-libanaises, et j'ai choisi de le faire avec ses propres mots, c'est-à-dire que je vais vous lire quelques extraits de ses livres sur différents points. D'abord, Samir était déçu, je dois le dire, par l'attitude pusillanime de l'opposition syrienne envers le Liban. Il souhaitait que les démocrates syriens défendent l'indépendance du Liban et que les militants pour l'indépendance libanaise soutiennent les démocrates syriens. Par exemple, voici ce qu'il a écrit dans un texte publié en 2002. Le Liban ne semble guère présent dans les préoccupations de l'opposition syrienne. À part de rares exceptions, dont la plus notable est celle de Riyad Turk, le Liban est même une sorte de trou noir dans le discours de l'opposition en Syrie. Et c'est là que le bas blesse, car il ne s'agit pas en l'occurrence de réclamer aux opposants en Syrie quelque action de solidarité ou même de contestation. Ils ont déjà fort à faire chez eux, mais de s'étonner de ce qu'un pan entier de la politique du régime syrien échappe ainsi à leur critique. L'omission est d'autant plus curieuse que
morphisme qu'a imposé une même politique de domination sur les deux espaces libanais et syriens, au point de les confondre, remonte à loin, et que les opposants au régime raciste devraient être, par leur propre expérience, les mieux armés pour en comprendre les ressorts. Mais aussi, quand il y a eu le sursaut démocratique au Liban, après l'assassinat de Rafik Hariri, voici ce que Samir a écrit le 25 février 2005. Le sursaut démocratique libanais n'épargne pas certains critiques. Si nous sommes convaincus de la dimension arabe de ce soulèvement démocratique, il faut que les jeunes de l'opposition libanaise comprennent que l'indépendance nationale ne s'accompagnera pas d'un retour à l'isolement du Liban. Gardons à l'esprit que l'importance de ce soulèvement atteindra son point culminant s'il arrive à faire de l'exigence de la démocratie une exigence arabe. Cela ne mène à rien de se laisser emporter par des slogans frisant le racisme et établissant une opposition éternelle entre Libanais et Syriens. Ce genre d'approche ne sert qu'une politique révolue et pourrie, avec ses gardes, qu'elles soient anciennes ou nouvelles gardes. De même, dans un texte très célèbre et qui a été commenté partout au Liban, en Syrie, intitulé « Une lettre ouverte à un manifestant syrien », un texte qui a été publié entre le 8 mars et le 14 mars, entre la grande manifestation de Hezbollah et de Hamas le 8 mars et le flot de manifestants le 14 mars. Il a écrit aussi pour dire qu'il était absolument nécessaire que les Libanais commencent à s'intéresser réellement à ce qui se passe en Syrie. Et il dit ceci: au-delà de la dimension humaine d'un tel appel, il est indispensable d'attirer l'attention des manifestants sur le fait que les ouvriers syriens qui viennent travailler au Liban sont des victimes à double titre. Victimes de leur propre gouvernement qui a échoué à leur assurer des emplois et ne leur offre en assistance que des services de renseignement, des services qui les poursuivent parfois jusqu'à sur leur lieu de travail au Liban. Mais cette main-d'œuvre est ensuite victime d'un racisme latent, alimenté par l'image négative que transmet le régime de Damas de lui-même et par extension de ses citoyens. Je voudrais aussi, en parlant de cela, vous attirer votre attention sur un texte extrêmement important, à mon avis, écrit par Samir en 2002, je crois, et publié dans une revue française, Confluence Méditerranée, dans laquelle il analyse justement les tenants et les aboutissants de la présence syrienne au Liban depuis l'entrée des troupes syriennes en 1976, après d'abord avec l'accord des Américains et de Kissinger notamment, ensuite surtout de l'installation des troupes syriennes au Liban, après la participation de la Syrie aux côtés des États-Unis dans la guerre du Golfe en 1990. Et cet article qui part de la situation géopolitique montre un peu comment l'espace syrien sous la même force de répression. Maintenant, quand Bachar al-Assad est arrivé au pouvoir, Samir a été, comme beaucoup de Syriens d'ailleurs, a été très attentif aux promesses de Bachar pour un changement sur le changement en Syrie. Et il a écrit 2 ou 3 articles à l'époque où il espérait que, tout en critiquant la forme de dévolution du pouvoir, c'est-à-dire la succession héréditaire du pouvoir en Syrie, mais en critiquant, en disant son espoir que l'arrivée de ce président dans des conditions de paix civile, disons, puisse être accompagnée d'un certain nombre de réformes. Alors il dit, afin d'asseoir sa légitimité, loin des subterfuges et sans être réduit à flatter ses partisans, M. Bachar al-Assad est face à 2 choix. Soit il gagne la confiance de la communauté internationale, soit il s'attache à améliorer la situation intérieure et gagner la confiance des Syriens. Dans les 2 cas, le coût est élevé. Compte tenu de la faiblesse du monde arabe, gagner la confiance de la communauté internationale
revient à accepter les termes définis par cette communauté pour le processus de paix avec Israël. Quant à obtenir la confiance du peuple syrien, il faudra un effort qui dépasse le discours sur le respect des droits de l'homme et qui va au-delà d'une campagne anticorruption. Si, à terme, chaque citoyen syrien a accès à la téléphonie mobile et à Internet, comme le promet M. Bachar al-Assad, président de l'Association de promotion de l'informatique et candidat à la présidence, ce citoyen doit également avoir accès à la parole. Une modernisation fidèle à notre époque ne peut avoir un sens en dehors du pluralisme. Cette modernisation implique surtout et avant tout une ouverture culturelle et médiatique, c'est-à-dire une ouverture politique. Mais il a été très déçu immédiatement, et cet article qui date de juin, en septembre, il écrivait ceci: contrairement aux attentes, l'accession de Bachar à la présidence n'a pas été suivie d'initiative quelconque faisant apparaître une ligne d'action bien arrêtée. Le nouveau chef de l'État n'a pas décrété une amnistie totale en faveur des détenus politiques, préférant les libérer au compte-gouttes. De même, aucun changement n'est perceptible dans le paysage médiatique. Et cela malgré la nomination de nouveaux responsables dans ce secteur, à la suite de quoi le bilan des 100 premiers jours de l'ère présidentielle de Bachar laisse apparaître un recul dans un attachement à entamer des réformes politiques. Il n'a même pas estimé nécessaire de s'en expliquer. Il se contentait d'annoncer l'arrivée du changement en donnant la priorité à la modernisation de l'économie. Et même dans ce domaine, et malgré les attentes, rien d'important n'a été réalisé. C'était en l'an 2000. Et nous avons entendu la même chose il y a quelques mois encore, en l'an 2011. Enfin, je voudrais aussi vous dire le dernier article écrit par Samir et qui était écrit sur un ton ironique, après les dernières promesses de réforme qui ont été présentées par Bachar après le retrait des troupes syriennes du Liban. Après le retrait des troupes syriennes du Liban, il y a eu un certain nombre de mesures. C'était toujours le même scénario, c'est-à-dire le président se rend au Parlement, il est ovationné par ce Parlement de marionnettes, et il promet des réformes. Et voici la réforme qui a été réalisée au mois de mai. Je vais vous la lire. Il est clair que le régime de Damas, qui serait prêt à faire des concessions aux États-Unis, à condition que sa pérennité soit garantie, n'est prêt à faire aucune concession à ses citoyens. Il faut bien se contenter des seules bonnes nouvelles diffusées il y a 2 semaines par le quotidien Al-Thawra, organe du pouvoir bassiste. Un événement qui n'a pas suffisamment attiré l'attention des observateurs. C'est bien dommage, car dans les pages de notre confrère, on pouvait lire que désormais, les Syriens seront dispensés de l'obtention d'une autorisation préalable des services de sécurité pour s'adonner à certaines activités. 67 cas sont concernés par cette mesure. La liste des cas publiée par la Thawra est éloquente. Elle constitue la meilleure preuve de la régression imposée aux Syriens dans leur vie quotidienne par une pléthore d'agents de renseignement. Grâce à cette liste, on constate à quel point la vie du peuple syrien est quadrillée par les autorités. En effet, parmi les activités bénéficiant de cette dispense, on peut citer l'organisation d'expositions artistiques et de salons professionnels, l'ouverture d'un salon de coiffure, d'une boulangerie, d'une épicerie, des salles de jeux vidéo ou d'une boutique de prêt-à-porter. Les Syriens pourront également importer des pièces détachées automobiles. Toujours dans le cadre de cette dispense, les étudiants syriens n'auront plus besoin d'autorisation pour s'inscrire dans les universités, les établissements de formation et les écoles d'infirmières. Voilà le sens des réformes selon Damas. Le nouveau pouvoir qui dirige le pays depuis 5 ans a mis à profit toutes ces années pour accorder à ses citoyens la liberté de vendre des viennoiseries et du prêt-à-porter. Combien d'années lui faudra-t-il pour accorder au peuple syrien la liberté d'expression? C'est un texte qui a été écrit le 27 mai 2005, 5 jours après Samir Kassir a été assassiné à Beyrouth. Je vous remercie de votre attention.